Imagine vivre des journées entières sans un seul moment d'intimité. C'était la réalité quotidienne à bord d'un navire viking. La mer du Nord grondait sous un ciel d'acier, tandis qu'une embarcation étroite avançait parmi les vagues glacées. Sur son pont ouvert, plus de 60 hommes survivaient, côte à côte. Vêtements détrempés, vent coupant, corps épuisés. Des semaines sans toucher terre. Et aucun endroit pour faire ses besoins. Aucun espace réservé à l'intimité. Chaque aube apportait une fatigue qui pénétrait jusqu'aux os, avec une menace toujours présente. Dans un environnement pareil, une maladie pouvait se propager sans contrôle. Pour la plupart des gens, un tel environnement provoquerait des problèmes de santé en très peu de temps. Eux, non. Les Vikings traversèrent des océans, survécurent à des tempêtes et atteignirent l'Amérique 5 siècles avant Colomb, à bord de navires qui, selon toute logique, auraient dû être des tombes flottantes. Comment y sont-ils parvenus? Qu'avaient-ils compris? Que nous avons oublié? Aujourd'hui, vous découvrirez le système de survie qui leur permit de voyager pendant des semaines sans tomber malade. Un ensemble de pratiques qui, combinées, rendirent possible l'impossible. Pour le comprendre pleinement, restez jusqu'à la fin. Et si les mystères authentiques de notre passé vous passionnent, abonnez-vous à Chronamonde. Ici, nous révélons l'histoire comme personne d'autre. Pour comprendre comment ils ont réussi à survivre, il faut d'abord observer l'environnement dans lequel ils vivaient. Un navire viking ne possédait ni niveau ni ponts intérieurs. Tout se déroulait dans un seul et même espace. Manger, dormir, ramer, vivre ensemble sans la moindre séparation. Cette promiscuité transformait la traversée en un lieu idéal pour la propagation de toute maladie. Les vêtements mettaient des jours à sécher, les couvertures restaient froides et le bois laissait filtrer l'eau en permanence. Il n'existait aucun système pour gérer les fonctions corporelles les plus basiques. Le froid traversait les couches et la peau. La nourriture pouvait se contaminer en quelques minutes et les blessures ou irritations représentaient un risque constant. Pendant ce temps, des dizaines de poumons partageaient un air saturé d'humidité. L'épidémiologie moderne suggère qu'un humain actuel tomberait probablement malade en 24 à 48 heures dans ces conditions. Mais eux, non. Ils ne s'effondraient pas et ne tombaient pas malades en masse. Et le plus surprenant est lié à l'aspect qui nous paraît aujourd'hui le plus inconfortable. À bord d'un navire viking, l'idée même d'aller aux toilettes n'existait pas. Les déchets étaient jetés directement à la mer. Pendant les tempêtes, on utilisait des seaux vidés dès que possible. La règle était simple, rien ne devait rester à bord. Paradoxalement, ce que nous considérerions aujourd'hui comme insalubre fonctionnait mieux que les systèmes employés par les marins des siècles suivants. Pourquoi? Quel élément invisible les protégeait d'un désastre inévitable? C'est ici que commence la recherche. Pour aller plus loin, il faut également déconstruire une autre idée répandue. Le mot « viking » est souvent associé au chaos, à la violence, au désordre. Mais en mer, la réalité était exactement l'opposé. Dans un espace aussi étroit et toujours en mouvement, chaque geste avait un but. La moindre distraction pouvait mettre le groupe en danger. 60 hommes partageant un rectangle de bois en perpétuel balancement, dormant sur leur couverture et rangeant leurs effets sous le banc où ils ramaient. Il n'existait aucun endroit pour s'isoler, mais malgré cela, tout fonctionnait. Cela fonctionnait parce que leur vie à bord était régie par des rôles clairs et une discipline qui ne dépendait pas d'un capitaine, mais de la culture. Celui qui dirigeait la navigation ne pouvait être interrompu. Celui qui donnait le rythme de la rame maintenait la coordination du navire. Celui qui distribuait la nourriture devait le faire avec précision. Même le repos répondait à des règles strictes. Cet ordre silencieux se répétait coup d'aviron après coup d'aviron, nuit après nuit. Et il existait quelque chose d'encore plus profond, le nidre, la honte, le déshonneur.
sur un navire où chacun voyait et entendait tout, personne ne voulait être celui qui mettait les autres en danger. Ainsi, sans structure formelle, le navire fonctionnait comme un organisme parfaitement coordonné. Mais malgré cette discipline impeccable, il vivait toujours dans des conditions extrêmes: humidité, froid, promiscuité, air vicié, blessures ouvertes, nourriture fragile. Alors, comment se fait-il qu'ils n'aient pas souffert des épidémies qui décimèrent les marins de siècles plus tard? La première piste est si simple qu'on la néglige. Elle ne réside pas dans leurs armes, ni dans leur force, ni même dans leur discipline. Elle se trouve dans ce qu'ils buvaient. La comprendre nous rapproche du cœur de leur méthode de survie. Et c'est maintenant que commence le parcours à travers les stratégies qui leur ont permis de traverser des mers qui, pour d'autres, auraient été mortelles. 1. Le secret de l'eau vivante. S'il y eut un élément capable de décider de la vie ou de la mort lors d'une traversée viking, cet élément fut l'eau. Non pas en raison de sa rareté, mais de sa fragilité. Dans un monde sans filtre, sans science et sans outils modernes, une seule gorgée contaminée pouvait déclencher fièvre, diarrhée ou déshydratation. Et dans des conditions aussi dures, cela pouvait anéantir tout un équipage. Pourtant, les voyageurs du Nord avaient appris à éviter ce risque avec une efficacité surprenante. La première étape consistait à choisir la bonne eau. Ils ne la prenaient ni dans des mares, ni dans des eaux stagnantes, ni dans des rivières troubles. Ils cherchaient des courants rapides, des lieux où le mouvement balayait les impuretés. Ils ne connaissaient pas la microbiologie, mais savaient lire la nature avec une précision héritée de siècles: clarté, odeur, mouvement, température. Ensuite, l'eau était conservée dans des tonneaux scellés à la résine, une ressource qui aidait à fermer les pores, limiter les infiltrations et retarder l'altération. Ce n'était pas une protection parfaite, mais cela faisait la différence entre tomber malade en quelques jours ou rester stable durant la traversée. Les Vikings pressentaient également quelque chose que beaucoup de marins postérieurs ignorèrent. L'eau douce stockée se détériore rapidement. C'est pourquoi ils l'utilisaient rarement comme boisson principale. Leur véritable stratégie reposait sur 2 liquides courants dans leur culture: une bière légère et un petit lait fermenté. Ces 2 boissons, apparemment modestes, offraient un niveau de sécurité extraordinaire. La bière était souvent préparée avec de l'eau bouillie, ce qui éliminait une grande partie des micro-organismes. Le petit lait fermenté devenait acide, créant un environnement où de nombreuses bactéries pathogènes ne survivent pas. Sans le savoir, ils avaient créé un système d'hydratation comparable à une pasteurisation accidentelle. Ils ajoutèrent parfois du genévrier, de l'achillée ou d'autres plantes aromatiques, surtout par habitude. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de ces herbes contiennent des composés légèrement antimicrobiens. Un renfort supplémentaire, même s'ils n'en comprenaient pas la logique scientifique. Ainsi, tandis que des marins de siècles plus tard tombaient malades en buvant de l'eau stagnante, les Vikings comptaient sur des liquides capables de se conserver plusieurs semaines sans se contaminer. Maintenant, réfléchissez un instant. Si vous vous trouviez sur cette embarcation ouverte au froid, entourée d'humidité, sans aucune commodité, sauriez-vous quoi boire pour ne pas mettre votre vie en danger? Ce que nous savons, c'est que, sans science ni technologie, développèrent un système efficace fondé sur l'expérience, la tradition et l'observation de la nature. Et même si cet outil les protégeait, il manquait encore l'autre moitié du système, leur nourriture, et la manière dont elle renforçait leur résistance. 2. Le pouvoir caché des aliments vivants. L'eau maintenait à distance les risques invisibles, mais la véritable force des navigateurs du Nord naissait de quelque chose d'encore plus quotidien: leur nourriture. Ce n'était pas une alimentation moderne, propre ou raffinée. C'était un système ancestral qui fonctionnait parce qu'il était vivant. La base, c'était la fermentation naturelle,
un processus qui transformait leurs aliments en quelque chose de beaucoup plus résistant et, sans qu'ils le sachent, beaucoup plus sûr. Poissons conservés en saumure, lactosérum acide, lait caillé, légumes fermentés, dans les foyers scandinaves, c'était la norme. À bord d'une embarcation exposée au froid constant, à l'humidité et à l'absence de feu, c'était un avantage crucial. Ces aliments étaient chargés de lactobacillus, des bactéries bénéfiques qui concurrencent directement les organismes pathogènes. Aujourd'hui, nous les associons aux probiotiques et à la santé intestinale. Pour les Vikings, ils faisaient simplement partie du quotidien. Ce qui surprend, c'est que cette nourriture pouvait se conserver des semaines sans se gâter, même dans des conditions extrêmes. La fermentation créait un environnement acide, stable, hostile aux bactéries dangereuses et très efficace pour préserver les aliments. Elle renforçait aussi le microbiote intestinal, cette communauté invisible qui détermine la manière dont le corps répond aux infections. Lors d'un voyage où une diarrhée sévère pouvait conduire à une déshydratation mortelle, cette protection était inestimable. Alors que d'autres cultures dépendaient d'aliments frais ou de viande qui se dégradaient rapidement, les navigateurs du Nord voyageaient avec une nourriture qui se conservait seule, résistait à l'humidité, maintenait sa valeur énergétique et protégeait contre les infections intestinales. Et ici apparaît un contraste fascinant. Nous, aujourd'hui, ne tolérerions probablement pas beaucoup de ces aliments. Notre alimentation moderne, fortement transformée et pauvre en fermentation naturelle, a réduit notre capacité à supporter saveurs fortes, acidité intense et micro-organismes bénéfiques. Ce qui était nourrissant pour eux serait pour nous un défi. Leur corps y était habitué depuis l'enfance. Le nôtre, non. Et vous, pourriez-vous maintenir votre force avec des aliments fermentés jour après jour, dans un environnement aussi dur que la mer du Nord? Ce que nous savons, c'est que cette alimentation riche en acide lactique agissait comme une barrière invisible mais efficace, les protégeant d'infections qui auraient décimé n'importe quel autre équipage. Et si cela vous a déjà semblé surprenant, attendez de découvrir ce qu'ils faisaient avec leur propre corps. Car c'est là, dans leur discipline quotidienne, que se cachait l'une de leurs armes les plus puissantes. 3. La discipline du corps. Ce qui surprend lorsque l'on étudie la vie des navigateurs du Nord, c'est qu'ils n'étaient pas la caricature de barbares que l'on imagine souvent. Leur rapport au corps était pratique, strict et profondément stratégique. Il ne s'agissait pas d'hygiène au sens moderne. Il n'y avait ni savon, ni eau chaude, ni rituel de bien-être. Mais il existait quelque chose d'aussi puissant, une discipline fonctionnelle. Dès qu'ils trouvaient une rive sûre, beaucoup se plongeaient dans l'eau glacée, ne serait-ce que quelques secondes. Ce choc thermique ne cherchait pas le confort. Il éliminait le sel, la sueur et la saleté accumulées et débarrassait la peau d'impuretés susceptibles de provoquer irritations ou infections. Quand ils ne pouvaient pas se baigner, ils utilisaient une méthode aussi rudimentaire qu'efficace. Ils mélangeaient probablement du sable avec de l'eau salée et frottaient la peau jusqu'à la rendre propre. La friction enlevait les résidus et agissait comme une forme primitive de désinfection naturelle. Les peignes en os, présents dans presque tous les sites archéologiques vikings, n'étaient pas des objets décoratifs. Ils étaient utilisés chaque jour avec insistance. Sur un bateau sans espace, les poux pouvaient devenir une épidémie en quelques jours. Mais l'usage constant du peigne arrachait les lentes, réduisait la propagation et empêchait des maladies graves liées aux parasites. Avant de partir, ils lavaient également vêtements et couvertures dans des rivières d'eau douce. En mer, ces tissus s'humidifiaient très vite, mais au moins partaient-ils avec une charge bactérienne faible. Tout indique que pour eux, voyager avec des vêtements sales, c'était voyager avec un danger. Lorsqu'un membre de l'équipage souffrait d'une coupure, d'une irritation ou d'une blessure, quelque chose d'inévitable dans ces traversées, il est très probable qu'ils utilisaient des mélanges d'huile et de cendre,
Un remède simple dont nous savons aujourd'hui qu'il possède des propriétés antimicrobiennes légères. Ce n'était pas une médecine sophistiquée, mais elle était efficace dans leur contexte. Même la gestion des déchets obéissait à des règles claires. On ne pouvait pas salir la zone où l'on dormait. Il existait probablement des endroits désignés sur le bord du navire et des normes sociales strictes pour que personne ne mette en danger la santé du groupe. Et puis, il y avait le logardagre, le jour du lavage. Chaque semaine, quoi qu'il arrive, la communauté s'efforçait de se laver. Cette habitude hebdomadaire était si régulière que d'autres cultures européennes se moquaient d'eux en disant qu'ils se lavaient trop. Pourtant, cette routine interrompait les cycles d'infection et maintenait un niveau d'hygiène exceptionnel pour l'époque. Rien de cela ne cherchait la propreté au sens esthétique. Cela cherchait la survie, un réseau de petits gestes répétés avec constance, qui ensemble formaient une défense solide contre la maladie. Imaginez un instant ce que représente le fait de devoir maintenir cette discipline au milieu du froid, de l'humidité et de l'épuisement, en sachant que la moindre négligence pouvait mettre tout le groupe en danger. S'il y a une chose que cette constance démontre, c'est que leur force ne dépendait pas seulement d'objets ou de techniques, mais d'un état d'esprit inébranlable. Et pourtant, il existait un autre aspect de leur résistance encore plus surprenant. Un élément silencieux, répété pendant des heures, qui transformait leur propre corps en outil contre la maladie. Ce qui vient maintenant révèle une pièce du système viking que très peu connaissent et qui change complètement notre compréhension de leur santé en mer. 4. Le rythme qui sauvait des vies. Dans la plupart des cultures maritimes, l'immobilité était synonyme de repos. Pour les navigateurs du Nord, c'était un risque. Leur environnement était trop froid, trop humide et trop imprévisible pour qu'ils puissent se permettre l'inactivité. C'est pourquoi, même si cela semble paradoxal, la fatigue faisait partie de leur survie. Lors de nombreuses traversées, les hommes pouvaient ramer entre 6 et 12 heures par jour, selon le vent et l'objectif du voyage. Cet effort continu transformait leur propre corps en source de chaleur, indispensable lorsque l'humidité imprégnait les vêtements et que le vent transperçait la peau sans pitié. Le mouvement activait la circulation, élevait la température interne et maintenait au chaud les organes les plus sensibles. Sur un bateau où tout absorbait l'humidité, couverture, vêtements, bois, air, cette chaleur corporelle était une défense aussi cruciale que l'eau ou la nourriture. Mais ramer ne servait pas seulement à se réchauffer, cela mobilisait les poumons, dégageait les voies respiratoires et aidait à expulser l'humidité accumulée. Sans médecine, sans tonique, sans remède, leur respiration était leur propre traitement. Et ce n'était pas tout. Les postes de rame étaient fréquemment alternés, obligeant les hommes à se déplacer tout au long du navire. Ce flux constant créait une sorte de ventilation naturelle, renouvelant l'air dans un espace où des dizaines d'hommes respiraient et transpiraient ensemble. L'air vicié n'avait pas le temps de stagner. L'humidité circulait. Le bateau, d'une certaine manière, respirait aussi. Ce rythme constant, dur, répétitif, exténuant, ne les poussait pas seulement vers leur destination. Il les maintenait en vie. Et maintenant que vous avez ramé avec nous jusqu'à ce point du voyage, permettez-moi de vous dire quelque chose. Si cette traversée vous semble aussi fascinante à vivre que pour nous à la raconter, abonnez-vous à Chronamonde et activez la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez découvrir chaque pièce de cette méthode que nous dévoilons pas à pas, car le voyage ne s'arrête pas ici. Il reste encore à révéler comment la structure même de l'embarcation jouait un rôle décisif dans leur santé. Et après cela, il existe un élément encore plus révélateur. Reste attentif. Le meilleur du système viking ne fait que commencer à se dévoiler. 5. Le navire qui respirait. Lorsque nous imaginons un bateau de cette époque, nous pensons à un espace fermé,
humide, sombre. Un lieu où n'importe quelle maladie pourrait se multiplier facilement. Mais les embarcations vikings n'étaient pas ainsi. En réalité, elles fonctionnaient comme une petite écologie contrôlée, un environnement qui, sans le vouloir, combattait les bactéries mieux que nombre de navires des siècles suivants. Tout commençait par le matériau qui donnait forme au navire, le bois de chêne. Pour les Vikings, il était synonyme de résistance, et la science moderne en explique la raison. Le chêne contient des tanins, des composés aux propriétés antibactériennes qui freinent la prolifération des micro-organismes. Dans un monde sans désinfectants, sans produits chimiques et sans médecine, leur bateau offrait déjà une défense naturelle simplement par la matière dont il était fait. À cela s'ajoutait un second élément à la fois simple et ingénieux, la résine. Ils l'appliquaient pour sceller les planches et éviter les fuites, mais sans le savoir, ils utilisaient un fongicide naturel. La résine de pin empêchait l'installation de champignons et de bactéries dans les joints, surtout dans les zones où l'humidité avait tendance à s'accumuler. Chaque réparation, chaque couche appliquée ajoutait un niveau de protection supplémentaire. Mais le véritable secret ne résidait pas seulement dans les matériaux, mais dans la construction même du navire. Contrairement aux bateaux plus tardifs, conçus pour être hermétiques, les navires vikings n'étaient pas entièrement scellés. Les planches superposées laissaient entrer de petites quantités d'eau, que l'équipage évacuait ensuite par des opérations de pompage constantes. Ce qui semble au premier regard un défaut était en réalité un système de nettoyage continu. L'eau entrait et ressortait. Elle ne s'accumulait pas, elle ne stagnait pas. Elle n'avait pas le temps de pourrir. Dans d'autres navires, l'eau retenue dans les cales devenait un bouillon de culture pour bactéries, mauvaises odeurs et maladies. Mais sur un bateau viking, cette putréfaction n'avait presque jamais le temps de se développer. Le navire se purgeait lui-même, sans interruption. Et l'océan contribuait également. L'eau salée agit comme un désinfectant naturel et rend difficile la survie de nombreux micro-organismes. Tout déchet jeté par-dessus bord, restes de nourriture, fluides, déchets organiques, était dilué et dispersé rapidement. Rien ne restait, rien ne fermentait, rien ne revenait. Le climat complétait ce système. Les basses températures de l'Atlantique Nord ralentissaient la reproduction bactérienne, tant dans le bois que dans les vêtements, les outils ou les récipients. Ce qui, dans les climats chauds, aurait été un problème constant, demeurait ici sous contrôle grâce au froid. Ainsi, sans le chercher, les Vikings voyageaient dans un environnement qui ne stockait pas la saleté, ne retenait pas l'humidité, n'enfermait pas l'air, ne conservait pas les déchets et ne favorisait pas les bactéries. Un bateau qui filtrait, expulsait, ventilait. Un bateau qui, d'une certaine manière, respirait. Et il est inévitable de se demander comment serait-il de confier toute votre vie à une structure aussi vulnérable et pourtant si ingénieuse, capable de se nettoyer elle-même au fur et à mesure qu'elle avançait sur la mer? Si cette idée vous inspire une réflexion, ce sera un plaisir de vous lire dans les commentaires. Car ce micro-environnement, surprenant et intuitif, n'était qu'une partie de leur résistance. Le reste ne se trouvait ni dans le bois, ni dans le sel. Il se trouvait en eux, dans des corps préparés dès l'enfance à supporter un monde qui, pour nous, serait insupportable. Et ce dernier pilier du système viking change tout. 6. Forger. Dès l'enfance. Aussi ingénieuse que fut l'embarcation et aussi précise que fussent leurs routines, il existait un élément sans lequel rien de tout cela n'aurait fonctionné, eux-mêmes. Les équipages vikings n'étaient pas un échantillon aléatoire de la société. Ils étaient le résultat d'un mode de vie qui, dès l'enfance, forgeait des corps capables de résister à ce qui aurait détruit d'autres hommes en quelques jours. Dans de nombreux villages du Nord,
les enfants grandissaient exposés au froid, aux petites coupures, aux infections mineures et au travail physique dès un très jeune âge. L'idée moderne d'une enfance protégée n'existait tout simplement pas. Leur corps apprenait à répondre à l'environnement bien avant l'âge adulte. Cette exposition continue renforçait probablement leur système immunitaire d'une manière qui, aujourd'hui, nous semblerait presque inconcevable. Leur microbiote intestinal, habitué à la fermentation, aux produits laitiers acides, aux aliments fumés et aux environnements froids, favorisait un équilibre bactérien robuste et efficace. Là où un estomac moderne souffrirait plusieurs jours, eux ne percevaient presque aucune différence. La sélection n'était pas uniquement biologique, elle était aussi culturelle. Les jeunes qui ne supportèrent pas la rudesse du climat, les travaux quotidiens ou les expéditions mineures accédaient rarement à une expédition océanique. Ceux qui y parvenaient avaient passé, sans le savoir, une sélection permanente de santé, de force, de résistance. Ils n'étaient pas des surhommes, ils étaient le produit direct de leur environnement, d'un monde qui exigeait la robustesse dès le berceau, de communautés où le froid, l'effort et l'exposition à la nature n'étaient pas des obstacles, mais une composante essentielle de la vie. Et c'est cette pièce qui complète le système. Le bois pouvait aider, la résine pouvait protéger, la nourriture pouvait renforcer, mais rien de tout cela n'aurait suffi sans des corps capables de supporter ce rythme, ce climat et cette mer. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander que se passerait-il si nous, avec notre vie protégée et notre santé isolée, essayons de survivre dans les mêmes conditions. Cette réflexion nous conduit directement au point suivant, la comparaison inévitable entre eux et nous. 7. La structure invisible. Tout au long de ce voyage, nous avons rassemblé des pièces qui, observées séparément, étaient déjà révélatrices. Mais ce n'est qu'en les réunissant que la vérité apparaît dans son ensemble. La survie viking ne dépendait pas d'un seul truc, mais d'un système complexe fonctionnant à l'unisson. Chaque pratique renforçait la précédente. Chaque décision prévenait un risque qui pouvait en déclencher un autre. C'était une architecture silencieuse, mais extraordinairement efficace. Commençons par l'eau. Ils ne faisaient pas confiance aux réserves stagnantes. Ils choisissaient lactosérum, boissons fermentées et bières légères, protégées par leur acidité naturelle. Grâce à cela, ils évitaient l'une des causes les plus meurtrières de maladies lors des traversées médiévales. L'alimentation suivait la même logique. Les aliments fermentés favorisaient une microbiote robuste, stabilisaient l'intestin et réduisaient le risque d'infection. Leur régime devenait, sans le vouloir, une barrière de protection quotidienne. L'hygiène fonctionnelle ajoutait une défense constante, des peignes pour tenir les parasites à distance, des bains froids, du sable et de l'eau salée pour nettoyer la peau, des cendres et huiles comme désinfectants improvisés, et des règles strictes pour la gestion des déchets. Ils ne cherchaient pas la propreté moderne, ils cherchaient le contrôle sanitaire. Le mouvement complétait cette stratégie. Ramer pendant des heures générait de la chaleur, maintenait les poumons actifs et empêchait l'humidité interne de devenir dangereuse. L'effort physique, loin de les affaiblir, contribuait à préserver leur santé. Et puis il y avait l'embarcation elle-même. Du bois aux propriétés antibactériennes, de la résine agissant comme fongicide, une filtration constante de l'eau et une ventilation continue grâce au déplacement de l'équipage. Un navire qui, au lieu d'accumuler la saleté, expulsait tout ce qui pouvait devenir une menace. À cet ensemble venait s'ajouter le facteur humain. Des hommes habitués au froid, à l'effort et à l'exposition quotidienne aux micro-organismes depuis l'enfance. Des corps façonnés par un environnement dur, sélectionnés physiquement et culturellement pour résister. Et par-dessus tout, un principe non négociable. Sur un navire viking, il n'existait aucune accumulation de déchets. Rien ne restait.
Rien ne fermentait, rien n'avait le temps de devenir un danger. Le résultat est clair, la survie viking ne fut pas une question de chance. Ce fut un mécanisme parfaitement équilibré, où environnement, matériaux, discipline et biologie travaillaient ensemble. Et peut-être, à ce stade, ressentez-vous cette clarté qui apparaît quand tout s'emboîte. Mais cette compréhension ouvre aussi une question inconfortable. Sommes-nous réellement plus forts qu'eux? Ou simplement plus protégés? Car ce qui vient maintenant ne parle plus des navigateurs du Nord, cela parle de nous. Après avoir compris comment fonctionnait ce système de survie, il reste une dernière étape pour voir toute l'histoire dans sa dimension réelle. Une étape qui ne regarde pas vers le passé, mais vers nous. Imaginez un instant que vous n'observez pas un viking, mais que vous prenez sa place. Vous, avec votre corps actuel, votre alimentation, votre hygiène, votre mode de vie. Votre organisme serait-il capable de s'adapter ne serait-ce que quelques jours à un environnement aussi extrême? La réponse est aussi claire qu'inconfortable. Un homme moderne commencerait à tomber malade en très peu de temps. Le froid serait le premier ennemi. L'humidité constante pénétrerait les vêtements et les poumons, affaiblissant le corps de l'intérieur. Notre résistance thermique, habituée au chauffage et aux vêtements techniques, s'effondrerait en quelques heures. Puis viendrait le second choc, l'alimentation. Notre système digestif, habitué aux aliments assainis et réfrigérés, réagirait mal aux fermentations naturelles, aux graisses denses et à l'absence totale de contrôle moderne. Diarrhée, vomissements et déshydratation apparaîtraient rapidement. Pour un viking, cela était nourrissant. Pour nous, un défi biologique. Le choc bactérien suivrait. Le microbiote d'un Scandinave du IXe siècle était très différent du nôtre. Les micro-organismes avec lesquels il cohabitait depuis l'enfance, dans la nourriture, sur la peau, dans l'air, pénétrerait un corps moderne sans préparation. Notre système immunitaire, plus protégé mais moins entraîné, réagirait par inflammation, fièvre et faiblesse. L'hygiène compléterait l'effondrement. Nous vivons entourés de gels antibactériens, d'eau traitée et d'environnements contrôlés. Ce même succès nous rend fragiles. Nous sommes trop hygiéniques pour survivre dans un tel environnement. Le corps moderne ne supporterait pas le mélange de sueur, de sel, de fumée, d'humidité et de contact constant avec des matériaux vivants. À cela s'ajouterait la résistance physique. Ramer pendant des heures, dormir mouillé, se lever dans le froid, suivre le rythme du navire. La majorité d'entre nous atteindrait ces limites dès la première journée. Mais il y a un point essentiel. Ce n'est pas une question de faiblesse personnelle. C'est une question d'adaptation. Ils étaient façonnés dès l'enfance pour ce monde. Nous avons été façonnés pour un autre. Et surgit alors une question que beaucoup évitent, mais qui définit ce passage. Combien de personnes de notre société pourraient tenir ne serait-ce qu'une semaine sur un bateau comme celui-là, sans tomber malade? Les réponses divisent toujours. Et ce débat en dit plus sur notre époque que sur les Vikings. Car ce contraste final ne révèle pas seulement comment ils vivaient, il révèle combien nous avons changé. En arrivant jusqu'ici, l'histoire cesse d'être une énigme. Ce qui semblait impossible, résister des semaines dans un environnement qui nous briserait en quelques jours, apparaît comme le résultat d'une adaptation profonde. Les Vikings n'étaient pas invincibles. Ils étaient conscients de leur monde et agissaient en conséquence. Leur manière de s'alimenter, de se déplacer, de construire, de cohabiter et d'interpréter leur environnement formait un système né non pas du hasard, mais de la nécessité et de l'observation. Ils ne cherchaient pas la perfection, ils cherchaient à survivre. Et dans cet objectif,
Ils trouvaient un équilibre là où nous ne voyons que difficultés. Peut-être est-ce là la leçon qui demeure. Il ne s'agit ni de force, ni de férocité, ni de mythe. Il s'agit de comprendre la réalité telle qu'elle est et de trouver une manière d'y vivre. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci d'avoir accompagné ce voyage. Faites-le moi savoir en laissant dans les commentaires le mot-clé « résistance » afin que d'autres personnes comme vous puissent découvrir ces histoires qui méritent de rester vivantes. Et dites-moi, quelle méthode de survie viking vous a le plus surpris? Je vous lis dans les commentaires. Votre présence ici démontre que la curiosité est toujours vivante, que certains souhaitent encore comprendre comment ces peuples ont réussi à défier l'impossible. Et si ce n'est pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner à Chronamonde et activer la cloche. Beaucoup de mondes restent à explorer ensemble. Et rappelez-vous, la planète est pleine de lieux qui gardent des secrets, de cultures qui ont affronté l'adversité et de récits qui attendent encore d'être racontés. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'un début. Les prochaines histoires sont déjà en chemin et vous ne voudrez pas les manquer. Nous nous retrouvons dans le prochain documentaire.